Bonjour, c'est encore moi, Alalalou, médecin de famille, médecin de soins palliatifs au GMFU et Hôpital de Verdun dans le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je reviens pour une quatrième capsule sur la mobilité et la mobilisation dans le cadre de la formation Compassion. Alors, on se rappelle tous de l'acronyme Compassion. M représente la mobilité et la mobilisation et ça va être le sujet de cette présentation. Alors, quelles sont les notions de base? On va se rappeler de la loi de Newton, ce qui est en mouvement reste en mouvement et ce qui est immobile va rester immobile. La mobilité est une des choses très, très importantes pour l'être humain. Quand on parle de mobilité, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la motricité fine, donc qu'est-ce qu'on est capable de faire avec nos mains. Et il y a une motricité qui est plus globale, qui est la capacité à bouger son corps donc la capacité de se lever, de marcher, de porter des objets, de se déplacer. Et la mobilité est très centrale à notre capacité en tant qu'humain de faire nos AVQ, donc nos activités de vie quotidienne, et nos AVD, nos activités de vie domestique. Et donc, c'est très, très central pour l'autonomie fonctionnelle de notre clientèle âgée, de notre clientèle fragile ou en perte d'autonomie à cause de maladies graves. Donc, quelles sont les causes d'une difficulté ou d'une atteinte de la mobilité? Alors, c'est sûr que les problèmes les plus fréquents sont des problèmes neurologiques. Alors, les personnes plus jeunes, moins jeunes, qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, d'AVC, de neuropathies diverses, de compression médulaire, vont avoir un problème de la mobilité. Alors, les personnes âgées aussi qui ont une atteinte cognitive ou une démence vont éventuellement perdre leur mobilité quand la démence est bien avancée. Ça peut être aussi une atteinte sensorielle, donc une personne qui voit de moins en moins bien à cause de cataracte, à cause d'une dégénérescence maculaire, va éviter de se mobiliser de peur de tomber. Ça peut survenir de manière iatrogénique, donc une personne rentre à l'hôpital pour une infection, après une chirurgie, va rester beaucoup dans son lit alité et la personne va développer un déconditionnement et va avoir une perte de sa mobilité dans ce contexte-là. Les douleurs peuvent aussi avoir un impact sur la mobilité. Donc, les gens qui ont mal vont éviter d'utiliser la partie du corps qui fait mal. Alors, des fois, les gens vont dire, mais depuis que j'ai mal aux genoux, depuis que j'ai mal aux hanches, je marche moins, j'ai très mal au dos quand je marche, donc je marche moins. Des gens qui ont des problèmes vasculaires vont dire, mais écoute, à chaque fois que je marche, j'ai des crampes au mollet, donc j'ai arrêté de marcher. Des fois, ça peut être des douleurs, de la fatigabilité à la marche, comme dans la fibromyalgie. Les gens ont moins d'endurance et du coup vont moins se mobiliser. Les problèmes de mobilité, ça peut être aussi un problème cardiovasculaire ou respiratoire. Les gens atteints de maladies sévères comme l'insuffisance cardiaque terminale ou du MPOC terminal vont être tellement essoufflés en faisant un effort minime qu'ils vont éviter de marcher. Et donc là, ça cause encore plus de déconditionnement et ça devient un cercle vicieux. Finalement, il y a d'autres causes comme l'obésité. Les personnes qui font de l'embonpoint ont de la difficulté des fois à se mobiliser à cause des douleurs que cela peut entraîner, mais aussi à cause de l'essoufflement par l'obésité. Et de manière surprenante, des fois, l'obésité s'accompagne aussi de dénutrition, de sarcopénie. Donc, les gens ont beaucoup de gras mais très peu de muscles et ça devient de plus en plus difficile à se mobiliser. C'est plus facile de dépister la dénutrition, la sarcopénie chez quelqu'un qui est vraiment très amaigri, chez quelqu'un qui est cachexique, qui est en fin de vie, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver autant chez la personne maigre que chez la personne obèse. Finalement, il y a aussi des problèmes de peur et d'anxiété, surtout dans un contexte de syndrome post-chute. Alors, la personne âgée qui est sortie, glissée, qui a tombé de manière accidentelle va développer une extrêmement grande appréhension chez certaines personnes de retomber et donc vont éviter de se mobiliser pour cette raison. On voit ça très fréquemment à l'hôpital. Et des fois, l'anxiété ou la peur vient aussi du fait qu'elles sont dans un milieu
ou un environnement peu familier, qu'elles n'ont pas leur aide technique habituelle. Alors les gens viennent à l'hôpital en ambulance, n'ont pas amené leur canne, n'ont pas amené leur marchette, arrivent à l'hôpital, ne savent pas où aller, ne sentent pas sécures pour marcher sans leur aide technique et donc vont rester au fond de leur lit. Malheureusement, l'atteinte de la mobilité peut être aussi causée par le manque de stimulation. Alors, certaines personnes qui sont plus passives, qui vont rester au fond de leur lit, si on ne vient pas les stimuler, je dirais, les motiver à bouger, vont pas faire un effort spontané pour le faire. Et donc, dans certains milieux où les soignants sont extrêmement débordés par la quantité du travail qu'ils ont à faire, quand la personne est en isolement quelconque, qu'on ne peut pas vraiment la sortir de sa chambre, et bien la personne va rester au fond de son lit et va avoir une atteinte de sa mobilité en conséquence. Alors, l'atteinte de la mobilité, ça a des conséquences graves, d'où l'importance de l'évaluer, de la traiter. C'est, comme j'ai dit à l'introduction, c'est un impact sur l'autonomie fonctionnelle et ça va main dans la main dans un sens de perte de dignité. Plusieurs personnes âgées, plusieurs personnes atteintes de cancer vont dire, écoute, c'est honteux, je ne suis plus capable de sortir de mon lit, je me sens comme une épave de moi-même et ça a un impact au niveau du moral, bien évidemment. Donc, je parlais aussi du cercle vicieux du déconditionnement. Donc, plus on a de problèmes de mobilité, le plus on reste dans son lit. Le plus on reste dans son lit, le plus on va se déconditionner, on va avoir un problème de mobilité. Et la conséquence de tout ça, ben, c'est que quand on décide de se mobiliser, on est trop faible et on est à risque de chute et de blessure. Le moral, j'en ai parlé. Évidemment, quand on est immobile et qu'on reste dans son lit, ça augmente le risque de faire des phlébites, des embolies pulmonaires et des plaies de siège. Ça va être un des sujets que je vais couvrir dans une des prochaines capsules. Et le tout mis ensemble va causer une augmentation de la mortalité. Comment est-ce qu'on évalue un patient? Ben, c'est sûr qu'on va le questionner. Il y a des formulaires qui sont très bien faits que vous pouvez trouver dans vos intranets respectifs sur l'évaluation du risque de chute. Il y a des grilles à remplir et on peut utiliser cette grille pour questionner le patient. On va aussi les questionner sur leurs peurs et leurs appréhensions et on va savoir est-ce qu'ils ont déjà eu des chutes, des presque chutes. Et on veut vraiment s'informer si habituellement ils utilisent déjà une aide technique avant d'être changés de milieu. Alors, s'ils étaient à domicile, est-ce qu'ils avaient une canne, une marchette? S'ils étaient à leur CHSLD, ils viennent à l'hôpital, même chose. Si c'est des transferts de l'hôpital qui vont vers les CHSLD, ben de savoir qu'est-ce qui a été fait quand ils étaient à l'hôpital, qu'est-ce qu'on a utilisé pour les aider à se mobiliser. C'est le patient qui est moins communicatif ou même si le patient communique, c'est très important de les observer, de les regarder. Est-ce que leurs gestes sont lents ou rapides? Est-ce que les gens ont de la difficulté à se lever, à se mobiliser? Est-ce qu'ils prennent des risques en se levant et en se mobilisant? En tant que médecin, c'est très important de faire un bon examen neurologique. L'équipe soignante, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, vont observer et rechercher les plaies de pression quand ils font des soins d'hygiène ou quand ils donnent des médicaments. Et puis, l'évaluation de la mobilité, l'expert pour ça, c'est bien les physiothérapeutes. Donc, quand on pense qu'il y a un problème de mobilité, il faut s'assurer de les impliquer pour avoir une évaluation qui est beaucoup plus précise et complète et globale. Alors, comment intervenir? Toujours en amont, il y a la prévention. Donc, on veut favoriser la mobilisation, on veut sortir les patients de leur lit, on veut les asseoir au fauteuil, même s'ils sont pas capables de marcher. Alors, des fois, oui, c'est compliqué, ça prend des leviers, ça prend plusieurs personnes pour le faire, mais ça en vaut la peine. On veut, s'ils sont capables de se mobiliser, de continuer à les mobiliser, soit tout seul ou avec aide. On veut bien évidemment fournir les aides techniques nécessaires très rapidement. Alors, des fois, dans le cadre de l'hôpital, juste attendre à 24-48 heures, pas de marchette, pas de canne, la personne a le temps de se détériorer, donc d'où l'importance de demander ces aides techniques rapidement. Et vraiment, c'est très important aussi de documenter, de communiquer au restant des membres de l'équipe, les presque chutes et les chutes. Alors des fois,
moi, la famille me dit une semaine plus tard, ben, vous savez, quand ma mère est tombée mardi dernier, puis je me pose la question, mais c'était écrit où? Des fois, les gens oublient de faire des rapports d'incidents et d'accidents, donc très important de faire ces rapports-là, puis de communiquer pour qu'on puisse mettre en place des choses rapidement et d'éviter que ça dégénère. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Là encore, aide à la mobilisation, programme de marche, euh, le rôle des physiothérapeutes est central pour favoriser un maintien de l'autonomie au niveau de la mobilité, une amélioration si c'est nécessaire en réadaptation et fournir et recommander les aides techniques à la marche. Et bien évidemment, si la conclusion de notre évaluation, c'est que ça va pas bien et que le patient peut plus se mobiliser ou est à trop haut risque de chute, ben, si la personne est immobile, la personne est en fin de vie, la personne n'est plus capable de se mobiliser, c'est à nous en tant qu'équipe de s'assurer que les personnes ont des surfaces thérapeutiques nécessaires pour éviter les complications comme les plaies de siège et les plaies de pression. Donc, pour conclure cette petite capsule sur les problèmes de mobilité, encore une fois, c'est très important d'être à l'affût des difficultés à la mobilisation, de les identifier et d'essayer d'en trouver les causes pour les renverser. On veut prévenir le déclin en favorisant une mobilisation rapide et en toute sécurité. On veut faire un travail interdisciplinaire, alors tout le monde a un rôle à jouer, du préposé aux bénéficiaires, à l'infirmière, au physiothérapeute, à l'ergothérapeute, au médecin, aux bénévoles. Tout le monde doit veiller à ce que la personne garde sa mobilité le plus longtemps possible afin d'éviter les chutes et les blessures. C'est une grande priorité car souvent les chutes chez les personnes précaires, chez les personnes malades, c'est le début de la fin. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à voir la suite des capsules.